Monsieur Eken Christophe est entré à Air Liquide comme employé. Quand il est sorti de Air Liquide pour aller en retraite, il était directeur Air Liquide Afrique. C'est un monsieur qui a gravi les échelles. Je ne sais pas si vous connaissez la société Air Liquide. Ouais, je la connais, oui. Donc, c'est une société française. Monsieur Eken a le profil type de l'Africain formé par la France et qui inspire confiance au niveau des échanges économiques. Donc, le fait que M. Eken soit retenu comme président de la Chambre de commerce rassure d'abord la France depuis un moment. Parce que M. Eken a travaillé pour Air Liquide toute sa vie. Il a même créé des filiales de Air Liquide au Cameroun, comme la Socasoud, où on fabrique des électrodes. Ça se passe à Douala. Ouais. Donc, M. Eken, la question que moi je vais expliquer à mes frères, c'est que quand on parle de chambre de commerce, on parle de macroéconomie. Ouais. Or, quand on parle de macroéconomie, on ne parle pas de celui qui a la petite société de 5 millions de francs de capital. On parle là des grosses structures. Et à ce niveau-là, ce sont les États, c'est ceux qui détiennent le pouvoir, qui mettent les personnes qui sont les interlocuteurs de l'économie du pays. Bien sûr, si vous voyez les critères pour adhérer, par exemple, à la Chambre de commerce, elles sont élevées à des capitaux assez élevés. Moi, je parle en connaissance de cause. Hein. Je suis moi-même agréé comme accoigné au Cameroun. Donc, la Chambre de commerce est un sujet délicat et il y a un problème qui est la décentralisation de ces services. Il y a des régions comme, je prends l'exemple de la région du Sud, qui a tellement de possibilités à faire valoir ses produits industriels. S'ils commencent à les référencer à partir des régions, vous verrez que ça va changer beaucoup sur la répartition économique. Ça veut dire quoi? Essayez un peu de détailler ça. C'est-à-dire que, par exemple, le gisement de fer qui se passe en Banlam serait référencé comme appartenant à une économie ressortissant du Sud, ça gonfle la masse économique de la région. Or, aujourd'hui, tout ce qui se produit comme fer en Banlam, non seulement on ne paye aucun impôt dans le Sud, parce que vous verrez des villes, il n'y a aucune ville dans le Sud, par exemple San Mélima, si vous faites un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de francs, vous ne payez pas d'impôt à San Mélima. Vous allez payer vos impôts à crédit. Donc l'économie est comme ça dispersée dans tout le Cameroun et les gens s'y perdent. Donc le problème de la Chambre de commerce, c'est une question de profil et de système. La question pour le changement, c'est est-ce qu'on veut changer le système, comme ça on repartit l'économie différemment, ou est-ce qu'on veut continuer avec le même système? Dans ce cas de figure, on va toujours retrouver, vu que tout être président normalement, si ce n'est fait par élection, ça doit être fait comme par nomination, comme c'est fait. Pour l'instant, c'est le président qui nomme. Mais si on passe sur les critères de l'élection, ça va toujours être ceux qui ont les gros capitaux qui vont monopoliser l'élection. Donc, c'est toute une réflexion à avoir au niveau du Cameroun, qui est un sujet qui ne peut pas être traité sur les réseaux sociaux. Et quand on parle, si tu parles donc du Sud, hein, le Sud n'a pas le pétrole, par exemple. Qu'est-ce que vous en savez? Bien sûr que c'est le Sud du pétrole. Le Sud Cameroun, le pétrole, c'est reconnu. On n'est pas du pétrole dans le Sud. Mais non, vous n'avez même pas une carte qui répertorie. Non, mais on dit ce qui est connu. On dit ce qui est connu. Après, ce qui n'est pas connu, on ne parle pas de ça. Est-ce que le Sud... Il y a forcément du pétrole dans le Sud Cameroun. Comment ça, il y a forcément? Est-ce que c'est reconnu? On sait qu'à Limbe, il y a du pétrole. Mais est-ce qu'il y a du pétrole reconnu? On n'est pas sur des spéculations. Non, justement, ce que je vous dis, c'est que nos États sont jeunes. Il n'y a pas une expertise à l'échelle nationale. Non, je veux pas, je comprends, mais je veux pas que vous soyez dans l'imagination. Il n'y a pas, pour l'instant, du pétrole au Sud Cameroun. Bon, il y a du cacao. Non, pas que le cacao. Peu importe qui est le pétrole ou pas.
il y a les gisements de fer, il y a du pétrole, Non, je sais il y pourquoi a j'ai de parlé du l'or, pétrole, parce il que y a vous du parliez... diamant. Non, non, vous voulez me manipuler. Tout à l'heure, vous avez parlé du fer de Malam, que si c'était dans le sud, ça allait être reconnu comme c'est dans le sud, il n'y a pas de problème. Bah, quand je te parle du pétrole, c'est peut-être dire que le sud n'a pas du pétrole aussi. Donc, quand on Mais essaye de... Quand... il n'y a pas de découverte, il n'y a jamais eu de recherche, il Oui, n'y a pas de découverte, oui, je suis oui. d'accord avec vous. Justement, il n'y a pas de découverte. Donc, pour dire quoi que si le sud a peut-être le fer, et que Mhm, le sud-ouest a le pétrole, et mhm. que on est je sais pas quoi ailleurs, c'est comme ça que fonctionne la République. Et l'État unitaire voulu Mais, par le président de la République, c'est que il a centralisé les richesses. Hein? mais personne n'a jamais dit que la République n'allait pas fonctionner parce que chaque région pourrait au moins comptabiliser les rentes des richesses qui viennent de la région. Personne n'a jamais dit que ça ne remonterait pas sur Yaoundé. Le Pour- problème qui se pose, c'est que tout se passe entre Yaoundé et Douala. ouais. Or, Yaoundé et Douala ne produisent pas grand-chose. Ils ne font que consommer. 90% du budget de l'État est consommé par des fonctionnaires. Alors que tout se passe à l'intérieur, Non, le mais pays ne se monsieur, développe pas. vous ne pouvez pas dire que Douala ne produit C'est pas moi rien. qui le dis. Non, attendez, Ils produisent quoi? s'il vous plaît, on dialogue. Hein. Permettez-moi d'être con. Oui. Douala, de par son port, apporte beaucoup au Cameroun financièrement. Douala a le port. Bah, Le toutes les port villes du... existe parce qu'il y a des richesses dans le fond Mais oui, c'est une richesse d'avoir le port. Toutes les autres villes, si le problème, maintenant, c'est que s'il y avait, comment on appelle le fédéralisme, et que chaque ville du Cameroun devrait, par exemple, vivre des skills, vivre de ses ressources, tu penses que le littoral n'allait pas être fier d'avoir son port? bon, déjà, il faut bien qu'on comprenne ce que c'est le fédéralisme. C'est pas parce qu'il y a fédéralisme que les infrastructures nationales deviennent des propriétés Ah régionales. non, 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 ça c'est, je comprends ce que vous voulez dire. Ça c'est une roubladise parce que Ouais. chaque fois que les gens disent on veut le fédéralisme, c'est pour avoir les richesses. Mais quand on leur fait comprendre qu'ils n'ont pas tout, ils commencent à dire non, le fédéralisme ce n'est pas Mais, que, mais c'est ce truc-là. ce n'est pas de la roublardise, Oui, c'est une oui, question oui. d'organisation. Vous n'allez pas faire comprendre à un Camerounais que parce que nous sommes dans le fédéralisme, on ne pourra pas, on ne pourra plus venir jouer des matchs au stade omnisport à Mais Yaoundé. on peut jouer, Ça veut rien dire. on va jouer des matchs. Mais maintenant, même dans les pays fédéraux, il y a des villes riches et des villes pauvres. Hein. L'Espagne, j'ai fait l'Espagne, il y a le sud de l'Espagne, ils n'ont rien. Hein. Mais tout ça se régule, tout ça se fait réguler au niveau de l'administration centrale. Moi, je ne suis pas forcément pour un fédéralisme. Hein. Je n'ai pas dit que j'étais quelqu'un qui soutenait le fédéralisme. J'ai dit, il ne faut pas faire croire aux gens que s'il y a fédéralisme demain, les infrastructures payées par les Camerounais reviendront aux régions. C'est vraiment une idée de l'esprit. Parce que ce ne serait pas une question d'organisation à ce moment-là. On sortira tous par les ports qui existent, c'est-à-dire Douala et Kribi, pour que les richesses viennent du nord, ou qu'elles viennent de l'est, ou qu'elles viennent de l'ouest. Il y aura même besoin de créer des ports secs, d'autres ports. Il faut créer d'autres ports secs pour faire, pour permettre aux régions de faire des opérations douanières au niveau des régions et faire juste du prêt à embarquer quand ils arrivent au port. Le port ne doit être qu'une formalité, c'est une porte de sortie. Ils n'ont pas le monopole de l'administration. Ce qu'on fait à Douala, on peut le faire à Ebolova, on peut le faire à Berdoua. Est-ce qu'on ne dédouane pas les voitures à Yaoundé? Vous Je ne veux savez qu'on, pas que vous pouvez dédouaner votre voiture à Yaoundé? je veux qu'on revisite un peu l'histoire avec vous. Et encore une fois, merci de votre présence. Parce qu'il faut qu'on revisite l'histoire parce qu'il y a beaucoup de propagande mensongère. La colonisation, parce que je veux qu'on revisite le Cameroun allemand avec vous. Hein. C'est l'ouvrage de... L'auteur, c'est Tiffany Ambé et Tamé. C'est une Camerounaise qui a écrit sur le Cameroun allemand. On va lire. Hein. Dès la première moitié du XXIe siècle, le Cameroun, situé au cœur de l'Afrique, suscite l'intérêt des puissances coloniales européennes, britanniques, françaises et allemandes convoitent le territoire qui tombe finalement sous la domination allemande en 1884. Donc le Cameroun tombe sur la domination allemande en 1884. Lorsqu'en 1914 éclata la Première Guerre mondiale, il est géographiquement pris en ténant entre la colonie britannique du Nigeria, les colonies françaises de l'AEF et le Congo belge.
Donc les troupes sont mises à contribution pour mener la guerre contre l'Allemagne. Je vous montre une photo. Hein. Voilà une photo de 1800. Voilà. Et je vous dirai plus tard pourquoi je fais cette lecture avec vous. Hein. Des visites et convoitises étrangères, des visites et convoitises étrangères au protectorat allemand. Mais au Cameroun, c'était des visites étrangères. Donc le Cameroun, dans les années 1900, est un pays qui est tellement visité. Longtemps avant l'arrivée des puissances impérialistes du XXIe siècle, de nombreux explorateurs avaient déjà visité le Cameroun précolonial. C'est ainsi que dans l'Antiquité, le Carthage chinois Anon serait arrivé sur le littoral camerounais face au mont Cameroun, alors en éruption. Donc, M. Anon, c'est le premier Européen qui est arrivé au Cameroun, le Carthage chinois Anon. Au XVIe siècle, les Portugais explorent les côtes africaines. Ils veulent découvrir de nouvelles terres, évangéliser les populations, mais surtout trouver une nouvelle route maritime vers les Indes. Arrivé à la côte camerounaise en 1472. 1472 des Portugais. Les navigateurs portugais remontent l'estuaire du fleuve Vouri au moment où celui-ci regorge des crevettes. Beatoe, en Douala. Ils appellent ce fleuve Rio dos Camarões, c'est-à-dire la rivière des crevettes, d'où est issu le nom Cameroun. Est-ce que vous êtes en phase avec cette histoire? Bon, avant qu'on ne continue, j'aimerais te poser une question. Oui. Tu me racontes une histoire des gens qui sont venus. J'aimerais savoir si tu sais pourquoi ils sont partis de chez eux. Si tu sais pourquoi ils sont partis. Oui, la question a tout son sens. Ils partent de chez eux parce qu'ils vont chercher autre chose. Non. Est-ce que tu as les raisons qui poussent ces gens à partir de chez eux en 1400 pour venir en Afrique? Ben, ils allaient explorer d'autres terres. Qu'est-ce qui les pousse à explorer leur terre? C'est les besoins. L'homme a besoin de vivre. Non, monsieur. C'est quoi alors? Non, monsieur. Dites-moi, monsieur. C'est parce que ils sont partis, c'est le christianisme. Ah oui, il y a ça. C'est le christianisme. Ce sont les religions. Ce sont tous les massacres que les religions ont fait connaître aux Européens, hein, qu'ils ont connu toutes les misères du monde. Tout ce que l'Europe a connu de pire, l'Occident a connu de pire, s'est passé entre 400 et 1400. Quand ils ont compris, hein, les potions pour s'en sortir, ils sont venus donner ça, comme tu me racontes là. C'est leur malchance. Ils sont venus nous l'apporter par les Christophe Colomb et dont tu parles. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas entendre. Moi, j'aimerais que tu me donnes la solution ou bien que tu me racontes l'histoire de l'Afrique avant que les Christophe Colomb ne viennent, pour que je m'inspire de cette histoire, pas de ce qu'ils ont fait. Parce que si on passe sur ce qu'ils ont fait, on n'aura pas la solution de ce qu'on doit faire. Non, mais tu sais... Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va faire demain. Non, mais l'histoire, il faut la connaître. Parce que les gens... On la connaît. Non, mais peut-être vous la connaissez pas. Les gens qui me suivent, chaque fois que je fais ces lectures-là, ils sont contents de savoir. Donc, je veux qu'on puisse... Je veux savoir la naissance. Je la connais même avant 1400. Voilà, donc... C'est pour ça que c'est pour ça que vous me racontez une histoire triste. Permettez. Qui, moi, ne me donne pas l'énergie de mener le combat que je veux mener parce que moi, c'est retrouver un pays souverain qui décide... Permettez qu'on poursuive parce que je veux surtout que les gens... Je sais où tu veux m'emmener. Non, attends un peu, c'est pas forcément toi, la discussion, c'est pas forcément toi. C'est que les gens sachent la naissance du Cameroun, en fait. C'est pour ça les noms. Parce qu'il y a... En quoi est-ce que c'est important pour 2025 où les jeunes sont, les microbes sont avec les matières... On va évoluer. Tout ce qu'on connaît. On a un discours. On n'a plus le temps, man. Non, on va évoluer. Permettez, c'est pas pour vous que je lis aussi pour d'autres personnes. Pour que les gens sachent un peu l'histoire du Cameroun. Bon, on poursuit, hein, on va pas non plus aussi s'éterniser là-dessus. Les rivalités européennes et l'annexion du Cameroun par l'Allemagne. L'antériorité et l'hégémonie de la présence britannique. Les Anglais sont les premiers Européens à s'installer durablement au Cameroun. De 1840 à 1860. Ça, c'était les Anglais. Donc, sachez que ce pays-là, il y avait déjà les Blancs là-bas. Pour ceux qui sont en train d'inventer des tas de choses là. Donc, en 1840, c'est-à-dire que 1840, vous ne connaissez même pas les grands-parents de vos grands-parents. Personne ne peut savoir quel était le membre de sa famille qui vivait à ce moment-là au Cameroun, en 1840, 1860.
et signe avec les chefs de la côte de nombreux traités. Donc ça, c'est les Anglais qui sont là. Par exemple, le 10 juillet 1840, les représentants du gouvernement britannique ratifient avec les chefs Douala un traité abolissant l'esclavage. Puis, ils signent 6 autres traités sur le même sujet. De même, 7 consuls britanniques se succèdent. Bon, voilà. Donc, c'est important de faire cette lecture. Les anglophones disent souvent, il y a certains anglophones qui disent qu'ils n'ont jamais été dans le Cameroun. Voilà que ici, on est en train de comprendre que les Anglais avaient signé avec les chefs Douala des premiers traités le 10 juin 1840. C'était avec les chefs Douala qu'on avait signé ces traités-là. Donc quand j'entends les anglophones dire que eux, ils n'ont jamais été avec les francophones, c'est un mensonge. De même, 7 consuls britanniques se succèdent sur les côtes camerounaises. Mais ces traités et consuls ne doivent pas dissimuler que la principale préoccupation des Anglais sur la côte camerounaise reste commerciale. Voilà, donc il y a le commerce au Cameroun, il y a le commerce. À cause de leur rivalité et de leur querelle, les souverains Douala manifestent leur sympathie en faveur de la tutelle britannique, espérant que son avènement puisse trancher les litiges entre les commerçants européens et les commerçants indigènes, ainsi que ceux qui les opposent. Moi, je me demande quel genre de commerce ils faisaient au Cameroun à ce moment-là. Je ne sais pas si En monsieur... fait, tu es né en Europe. Je pose franchement, tu es né en Europe. Non, essaye de... C'est un truc pédagogique. Évoluons, ne rentrons pas dans une dispute. Voilà. C'est quel Non, commerce qu'ils faisaient? je sais pourquoi je pose cette question. Non, je suis né au Je Cameroun. demande, tu es né au Cameroun. Oui. Tu es né en ville alors. Tu connais tes traditions, tu connais ton village. Bon, j'ai pas envie d'inventer. Moi, quand je connais pas, je connais pas. Voilà. Ils faisaient le commerce de quoi, les Anglais, à ce moment-là? Avec les chefs Douala. Qu'est-ce qu'ils achetaient? Bon, si tu veux pas me dire, j'évolue. Hein. C'est ainsi qu'ils demandent dans une série de lettres adressées à la reine et au gouvernement britannique à être placés sous la tutelle anglaise. Malheureusement pour eux, ils n'étaient pas dans l'intention des Anglais. Donc les Anglais, eux, ils sont venus faire leur business. Ils ne voulaient pas les histoires d'annexer quelqu'un. Dans les Douala ont écrit 6 lettres à la reine d'Angleterre. Que pardon, sauve-nous, sauve-nous. La présence française maintenant. Ah, c'était le troc, mais je demande que les Douala, eux, ils donnaient quoi? Puisque les Douala étaient des pêcheurs, c'était des chasseurs. Qu'est-ce qu'ils donnaient? Des esclaves? Je sais pas. Est-ce que tu connais le poivre de Guinée? Tu sais ce qu'on appelle le poivre de Guinée? Non. Alors pourtant, on s'en sert pour la cuisine. Je vais t'expliquer que le trafic de poivre de Guinée se faisait déjà au XVIIIe siècle. Rien que le poivre de Guinée, ce que vous appelez le nom que vous mâchez là. Ouais. Ou toi, tu connais peut-être les graines du paradis. Ouais. Eh bien, sachez que avant que le poivre de Ndjombe n'existe, c'est le poivre de Guinée qui était l'épice que les gens des côtes vendaient, par exemple, aux Anglais. Et les bateaux accostaient pour acheter le poivre de Guinée. Ah, d'accord. C'est autour de 1840 que, venant du Gabon, les Français s'installent à Batanga. Donc, l'arrivée des Français, voilà l'arrivée des Français qui est datée ici. Les Français arrivent au Cameroun en 1840, venant du Gabon. Les Français s'installent à Batanga le 20 mars 1842. Le 20 mars 1842, c'est l'arrivée des Français. Ils signent un traité avec le chef Imale de cette localité. Donc les Français, eux, ils signent avec... mais ces gens, ils ont convoité le Cameroun. Hein. Ils ont tellement convoité le Cameroun. Ils signent un traité avec le chef Imale de cette localité. D'après ce traité, le chef place son territoire sous la protection du roi de France. Peu après, les Français se déplacent vers la partie septentrionale et ratifient avec les autorités locales des traités de cession et des accords douaniers. En 1800, ouais, et je comprends pas, mais le Cameroun était comment en ces moments-là? Parce que là, on parle des Français qui sont arrivés au nord, qui sont arrivés à Batanga partout. 1800. En 1883, ils sont déjà à Malimba, où le capitaine Gaudin, au nom de la France, conclut un traité avec le roi Malimba. Celui-ci prévoit que que le roi cède à la France la moitié de son territoire et que le gouvernement français puisse y créer des établissements militaires et commerciaux. Mais pourquoi, quand j'écoute tout ça,
Le Cameroun avait un territoire. On parle de 1800. Parce que quand les gens viennent nous dire après que oui, on n'a jamais été un pays, les gens viennent du Soudan, tout ce que les gens racontent là et tout. On te parle des Français qui signaient les accords avec des chefs indigènes. Mais l'histoire de l'Afrique ne se résume pas sur des centaines d'années. Donc l'histoire que le territoire Cameroun existait déjà avec les peuples, tous ces petits peuples-là. Il y a les gens qui n'ont pas découvert les Blancs en 1950. Le territoire a été défini par ceux qui sont venus définir le territoire, mais ce ne sont pas les territoires qui définissent la vie des peuples. Les peuples ont toujours existé. Voilà. Les événements prennent une tournure singulière lorsque les Français se distinguent par des pratiques douanières discriminatoires qui pénalisent le commerce britannique. En représailles, les Anglais envisagent alors d'annexer le Cameroun afin de protéger leur commerce. Donc vous voyez qu'il y a eu un conflit d'intérêts entre... Les gars avaient faim. Moi, la discussion, tu dis que tu m'amènes dans une discussion trop triste. Les gars avaient faim à l'époque. Maintenant, ils sont riches. Aujourd'hui, c'est nous qui avons faim. Comment on fait pour reprendre les choses en main? Moi, c'est la solution que je veux. Non, je te dis, on va y arriver. L'histoire, aujourd'hui, je veux faire cette histoire. J'ai envie d'aller lire. Et je sais pourquoi je vais y arriver. Afin qu'on vienne de réaliser son unité sous l'égide de son chevalier Otto von Bismarck, après avoir arraché, donc le Cameroun qui est disputé par les Anglais, les Français et les Allemands. Les trois pays discutent au Cameroun. L'annexion du Cameroun par l'Allemagne. Afin qu'elle vienne de réaliser son unité sous l'égide de son chancelier Otto von Bismarck, après avoir arraché à la France l'Alsace et Lorraine, l'État allemand a mieux à faire que de s'engager dans l'entreprise coloniale de la veille de 1884 et cherche plutôt à étendre son hégémonie en Europe tout en isolant la France. Ce sont par conséquent les commerçants allemands et plus précisément les maisons Weymann et Jasten et Hambourg installées sur les rives du Vouri en 1868. Voilà les premiers commerçants du Cameroun. Écoutez très bien ces Allemands-là qui ont installé des sociétés. Les premières sociétés installées à Douala, c'est les Allemands. Oh là là. Ah, tu as dit quelque chose. Je te reprends. Ils disent que je te supprime. Je te renvoie la demande. Renvoie la demande. Donc, les premiers commerçants au Cameroun sont les Allemands. D'accord? On dit, ce sont par conséquent les commerçants allemands et plus précisément les maisons Weymann et Jasten de Hambourg. Voilà les premières maisons commerciales au Cameroun en 1884. D'accord? En 1884, les maisons commerciales installées dans les rives du Vouri depuis 1868 qui occupent de négocier cette annexion. Dès 1874, Adolf Weymann écrit. Donc, le premier commerçant européen qui est au Cameroun, voilà sa tête. Voilà le premier commerçant. L'homme qui a commencé à créer les maisons de commerce, c'est un Allemand, Weymann. Alors qu'elle vient de réaliser son unité sur l'égide de son... Attends. Ce sont par conséquent des commerçants allemands et plus précisément des maisons Weymann et Jasten de Hambourg installées sur les rives du Vouri depuis 1868 qui s'occupent de négocier cette annexion. Dès 1874, Adolf Weymann écrit à Bismarck pour réclamer le titre de consul qui lui est refusé en 1875. La seconde maison de commerce allemande, la maison Jasten und Thomalin, s'installe également à Douala. En 1879, donc les Douala connaissaient déjà, il y avait déjà une vie au Cameroun en 1879. Voilà, il y avait déjà le commerce, il y avait pas mal de choses. En 1879, Adolf Weymann redemande expressément l'annexion du Cameroun. Il décrit la situation précaire des commerçants allemands et réclame leur protection. Ah ouais. Je ne sais pas si l'histoire vous intéresse ou pas. Adolf Weymann, je vais chercher. Je veux savoir qui était ce monsieur. Adolf Weymann. Donc en 1800, les années 1800, il y avait déjà le Cameroun. Hein? Adolf Weymann. Voilà, amateur, qui était ce monsieur? Ah ouais. Ah, il est mort en Allemagne, ce mec-là. Né le 10 décembre 1847 à Hambourg, en Allemagne.
Date de décès, 4 mai 1911, Grand Roux Allemagne. Enfant. Ah ouais, il avait un enfant, Edwige Woolman. C'est bon de faire les recherches. C'est le premier commerçant au Cameroun. Moi, je fais des recherches. Sa fille. Ah, voilà sa fille, la fille de ce type-là. 1er novembre 1879. Est une secrétaire, une peintre allemande. Voilà sa fille. Attends, aïe, aïe. Je recherche qui sont ces gens-là. La fille de... Elle était née le 1er novembre 1908. Ah, sa fille. Donc le gars a fait l'argent au Cameroun. Il était au Cameroun, monsieur biographie. Conjoint. Commence une formation artistique chez le peintre allemand. À Paris dès 1900, elle travaille dans l'atelier d'Antoine Boudel, impasse du Maine, Paris 1900. Elle est une des premières praticiennes. Hey! Massa! Il fait mes recherches. Donc, le type, si c'était le premier commerçant à Douala. C'était le premier commerçant à Douala. Je suis allé fouiller sa fille. Sa fille a même travaillé à Paris. À Paris, dès 1900, elle travaille dans l'atelier d'Antoine Boudel, impasse du Maine, de Paris entre 1901 et 1903. Elle a un de ses premiers praticiens aux côtés de Gaston Toussaint. Elle a aussi servi de modèle à des œuvres Boudel. Mais la fille, c'est son père. Il a volé l'argent à Douala en 1800. Elle a un atelier de sculpture à Rome de 1900. Ah, on dit mouche-toi. Ah ouais, pardon. Pardon. J'étais à fond dans la recherche. Merci. Vous voyez, les Allemands là qui ont été au Cameroun, là, il faut faire les recherches sur eux. Tous ces Allemands là qui étaient au Cameroun, là, il faut savoir qui sont les enfants. Je suis qu'au Fala les enfants. Dès la période entre... Elle voyage à Paris, en Amérique du Sud, surtout à Buenos Aires, enfin, et en Afrique, elle expose à la galerie Neumann. Papa. Tous ces Allemands là qui ont été là, il faut que vous fouillez les enfants, vous allez savoir qui ils sont. Elle a gagné la Renaissance. Je peux même arrêter le live, je me mets moi à faire mes recherches seul. On a quoi? Ah, biographie. Ça, c'est les gens là. Je vais chercher tous les Allemands là qui ont travaillé au Cameroun. Je vais chercher qui étaient ces gens-là. Donc, voici le premier commerçant, le type ci. Le premier commerçant à Douala, voilà. Premier commerçant. Sa fille, c'était pas n'importe qui. Hein. Il avait une seule fille. Adolphe Woolman. Et le Cameroun, oh, papa. Et sa fille, là. Sa fille s'appelait... Ben oui, c'est les Sawa qui faisaient les commerces. Hein. Donc, pendant près de 100 ans, les Douala ont été les commerçants. Hein, pendant près de 100 ans. Hein. Les Douala sont les premiers commerçants pendant près de 100 ans. Ils savaient déjà s'habiller, ils étaient déjà évolués et tout ça. C'est les gars, le père Adam Woolman. Nationalité allemande. Conjoint, John James. Papa. Ah ouais, il a contribué à des colonies allemandes et en Afrique en son temps. Il était le plus grand négociant allemand en Afrique de l'Ouest. Et avec sa Woman Lenny, le plus grand amateur privé du monde, des études récentes l'ont accusé d'avoir fondé sa fortune. Ah ouais! Le gars s'est fait tout son argent au Cameroun. Hein. Il a fait tout son argent au Cameroun. Il faut chercher.
C'est quelqu'un qui il était venu au Cameroun, c'est le Cameroun qui a enrichi l'Allemand, là, Adolf Weymann. Hein? Député du Reichstag. Il a été député en plus. Il est mort à 63 ans. Nationalité bourgeoise, formation, école de lycée, machin. Pas. Non, je vais faire mes recherches sur les gens là. Je vais connaître tous ces gens. Tous ces Allemands là. Bonsoir Dukabé, comment tu vas? Ça va et toi? Non, ça va chez moi. Hein. Oui, là tu as souvent de très bons sujets vraiment. C'est juste que je n'ai pas, je suis un peu occupé avec le boulot, mais tu as de très bons débats. Je te remercie déjà pour ça. Merci gars. Avant de commencer. Et là, parlons de l'entrepreneuriat au Cameroun. En toute sincérité, Dukabé, il y a vraiment des ouvertures, il y a vraiment des choses à créer au Cameroun. Mais c'est le pouvoir en place qui freine certains jeunes. Pour ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat au Cameroun, il faut déjà atteindre un niveau, tu comprends un peu. Un niveau quoi, peut-être que tu as déjà beaucoup d'argent, comme nous ici en Europe peut-être, tu as peut-être 100 000 euros, tu décides d'aller faire un investissement au pays. Avec le système que je vois au Cameroun, là, pour que ça génère même un bénéfice même de 20 000 euros, ça serait pas facile. Il faut entrer dans les bureaux et tout et tout. Il ne nous facilite pas la tâche, en fait. S'il nous facilitait la tâche, c'est que nous sommes nombreux ici qui allons là-bas. Parce que être entrepreneur n'est pas tout de venir avec le milliard. Tu peux venir avec tes 30 000 euros, tu commences un petit budget et ça grandit. Mais quand tu viens au Cameroun avec ces 30 000 euros, on te coupe d'abord ça dans les bureaux et partout. C'est inquiétant et c'est un problème aussi. Mais ceux qui sont là-bas, tu vois les milliardaires, tu sais qu'en Afrique, subsaharienne francophone, les Camerounais sont les plus milliardaires dans le faux. Quand tu regardes dans le faux là, la seule femme camerounaise, c'est une Camerounaise, c'est qui gère le cacao au port. La femme qui gère le port, on dit que c'est elle qui a le port de Douala, là où c'est elle qui a. Son mari était mort comme ça, la femme de Futsu. C'est Côte Fosso. C'est la seule femme milliardaire en Afrique francophone. Elle est camerounaise. Et il y a beaucoup là, on a au moins 8 milliardaires qui sont dans le faux en tant que Camerounais. On n'a pas. Nous, on a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais des jeunes qui veulent se développer, qui viennent d'arriver, on ne leur permet pas. Moi, mon problème, c'est qu'on donne l'accès aux jeunes et qu'on le favorise au niveau des paperasses, au niveau des trucs, pour que les gens puissent venir aussi au Cameroun et que le système change, c'est tout. Tu vois, par exemple, moi, je vais te parler, par exemple, de moi, en fait. J'envoie un conteneur au Cameroun, par exemple. La donne, j'envoie un conteneur, peut-être j'ai chargé le conteneur, peut-être même à 35 Attends un peu, attends. Ah ouais, j'ai fini par découvrir ce que les deux Allemands là, les Women étaient venus faire au Cameroun. J'ai fini par découvrir. Parce qu'on vous a dit qu'en 1800, les gars ont fondé une société, la société Justin et Thomas Len, les frères Woman. En fait, c'est là où je comprends un peu. Ah non, c'est trop bien de faire les recherches. Ils sont venus créer une société de vente d'huile de palme. Les Allemands là, c'est l'huile de palme qu'ils étaient venus créer au Cameroun. J'ai le frère de ma mère même qui exporte de l'huile. Il était ici en Bénin avec nous. Il est allé là-bas au Cameroun. Il exporte de l'huile pour le Japon. L'huile rouge ici. Pour le Japon, il a eu ses partenaires au Japon. Du Cameroun, on ne le porte pas en argent actuellement. Chaque personne connaît son raison. On ne le porte pas. L'huile rouge qu'il nous prend ici, 1 litre, il faut au Cameroun là-bas à 800. Il envoie au Japon, peut-être ils vend le litre même à 50 euros. 50 $. C'est les Japonais qui Donc, prennent son mieux. sachez que le commerce au Cameroun, c'est les Allemands qui ont ramené l'agriculture. C'est les Allemands. Donc, ce que vous voyez comme agriculture, commerce, ce sont les Allemands qui ont ramené ça au Cameroun. Les Camerounais n'ont rien inventé. Donc, Stéphane, comment tu dis que la chambre de commerce, c'est que problème? Moi, je trouve pas que c'est la chambre de commerce. C'est les impôts qui tuent les gens. Parce que la chambre de commerce, c'est quoi? Mais pas tu pars là-bas, tu t'inscris, tu donnes tes papiers que tu as donné, ton casier judiciaire, tu ouvres ton nom, on te donne ton papier alinéa, quoi qu'on donne là. C'est ça, non?
Mais maintenant, c'est le système en place qui te cale dans les bureaux. Pour que tu ouvres un on te cale, on te bloque, on te bloque. Tu payes les impôts. Alors que dans certains pays du Cameroun, dans certains pays, quand tu es nouveau entrepreneur, on te laisse 2 ans avant de payer les impôts. Est-ce que tu sais ça? Dans certains pays, quand tu veux être entrepreneur, on te laisse 2 ans. Le temps de te mettre en place bien avant de payer les impôts. Et voilà, Cameroun, c'est pas. le premier riche du Cameroun, c'était Manga Doumbébel, un Douala. Le voilà. Il était né en 1839 et il est mort en 1897. Homme politique, Manga Doumbébel. Manga Doumbébel. Peut-être c'est Manga Douala, c'est lui, c'était le premier homme d'affaires. C'était le plus C'était le père riche. de Douala. C'était Hein? le père de Douala Manga. Ouais, donc voilà le premier riche du Cameroun, le voilà. Voilà sa photo ici. Le plus riche. C'était le père de Douala Manga. Mais est-ce que les richesses, est-ce qu'ils ont encore l'argent là? Ça, c'est On te dit le premier, et tu demandes est-ce qu'ils ont encore l'argent? Est-ce que tu es encore dans le sujet, frère? Non, je dis, attends, je vais te dire, est-ce qu'ils ont encore l'argent? Donc, est-ce que dans sa lignée, est-ce qu'il y a un enfant qui a poursuivi ses pas? Parce Tu que fais tu des peux. recherches. Bah, moi, je suis en train de faire des grosses recherches là. Pour savoir, je fais des grosses recherches. Activité, on peut dire enfant. Tu vois par exemple la famille Moquette, non? Tu connais la famille Moquette, ceux qui ont MTM. Ils ont une grande partie d'MTM. C'était le grand-père Moquette qui a fait grandir l'enfant après. Donc, ce que je veux que les gens retiennent, c'est que le premier homme d'affaires du Cameroun, c'était lui. King Bell. Voilà le premier homme d'affaires du Cameroun. En 1800, le premier homme d'affaires camerounais. Homme politique et homme d'affaires du Cameroun. Voilà, c'est ça. Voilà. L'autre André de Baptiste a dit que bonne question, Boma. Oui, c'est ça que je suis en train de lui poser comme Le problème, c'est question. que je veux que les gens découvrent qui est le premier homme d'affaires du Cameroun. Mais maintenant, est-ce qu'il a c'est une autre question qui, franchement, ne nous avance pas. Parce que je suis dans l'histoire, je suis dans les recherches. Voilà. Là, comment les affaires ont commencé au Cameroun, comment il y a eu le commerce, tout ça, c'est ça que je recherche. Parce que les 2 premières personnes qui ont commencé le commerce, c'est 2 Allemands. C'est les Weyman qui sont arrivés au Cameroun et ils ont installé des sociétés de raffinerie d'huile de palme. Tout ce qui est comme agriculture. Et puis à côté, ils ont commencé à travailler le chef Douala, Kimbell. Parce qu'il faut comprendre là où l'origine de tout. Parce que ces gens sont en train de nous baratiner avec des discours machin là. Donc nous, on va chercher à savoir comment ça a commencé. Oui, effectivement, c'est Sopor le premier homme. C'est ce que j'avais appris que c'est Sopor. Non, Sopor c'est après. Sopor est né en 1900, un truc comme ça. Le gars est né en 1800. Ça, c'est quelqu'un qui est né en 1800. 1800. Donc, on faisait le commerce, on cultivait les palmes. Donc, quand les women... Ce qui me plaît au Cameroun et du Cameroun par rapport à tous les pays africains et en Europe que j'ai connus, par rapport on va parler même de notre belle famille, c'est que on a des gens on a des Camerounais qui peuvent avoir des grandes industries et se développer même dans le propre pays. Nous, au Cameroun, si on avait l'accès, il y a des milliardaires là qui peuvent avoir tous les grands films là, qui peuvent acheter tous les grands films. Ils sont au Cameroun là-bas. Tu vois par exemple, celui qui a Affluent First Bank. On disait que la BICEC, il y a de cela 3 ans, la BICEC avait des problèmes, il voulait vendre la BICEC au Cameroun. Il s'est porté d'acheter. Même les Watts étaient étonnés qu'un Camerounais va acheter une boîte comme ça. Celui qui a Affluent First Bank, il voulait acheter la BICEC. Le gouvernement a tellement détourné ça, c'est les Marocains qui ont pris. Donc, ils étaient tellement étonnés. Tu vois, par exemple, l'hôtel Ibis. Ouais. L'hôtel Ibis, celui qui a acheté l'hôtel Ibis. Mais les Français, c'est les salauds. Parce que les Français, ils se sont accaparés de tout ce que les Allemands ont laissé là. Non, moi, ce que moi je dis, c'est que les Camerounais sont les enfants. S'il y avait plus d'ouverture, c'est que c'est notre pays, c'est un pays qu'on ne joue pas. C'est qu'on a avancé très mal. Parce que même ici dans la diaspora, les Camerounais ne dorment pas. Non. Sopor Prise vient après. Ça, c'est ce que vous connaissez.
Mais je vous dis que Kindoumbe, qui a signé les pactes avec les Allemands, était déjà riche. Tout ce qu'il y avait comme les Allemands faisaient, c'était le premier Camerounais à être milliardaire, à être très fortuné. Moi, il fait des recherches, mon frère. Vous avez appris ça, sont pas prises de ces années. Je vais savoir, je vais pas te couper. Oui, les Yves Sopor, là, ils étaient riches. Pourquoi? Avec, ça a commencé chez eux, mais les Bamileke sont venus prendre ça et ils sont très nombreux. Je veux juste savoir, c'est pas pour tribaliser. Ok. Si tu veux débattre, il faut être à la hauteur du débat parce que moi, je vais entrer en profondeur et revenir sur ce que les gens disent. Oui, et c'est donc, puisque ça me permet, moi, je connais pas. Voilà, on va entrer en profondeur. Et c'est bien dommage parce que moi, j'ai même dit que je débat avec les gens qui mettent la vidéo. Comme ça, on se voit et on se dit les choses. Voilà. Quand on explique l'origine de l'enrichissement au Cameroun, les Allemands sont arrivés au Cameroun, ils ont implanté des sociétés au Cameroun. Ils ont commencé à traiter avec les doigts. C'est pourquoi moi, je voulais revisiter l'histoire. Ils ont commencé à traiter avec les doigts là. Et on mentionne dans l'histoire que... Regarde, tu as le bruit là-bas, père. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais il y a trop de bruit. Moi, j'ai le bruit. Oui, oui. Attends. Voilà, donc les Allemands arrivent au Cameroun. Les Woyman, la famille Woyman arrive au Cameroun. Ils installent 2 sociétés de raffinerie d'huile de palme. Ils font l'agriculture. Ils attaquent beaucoup de secteurs d'activité. Ils commencent à traiter avec les doigts là. Et effectivement, après, comment est-ce que les Allemands commencent à lancer les projets routiers entre Douala et Konsamba? Parce que les Allemands sont venus au Cameroun faire du business. Maintenant, ils vont à l'ouest Cameroun et ils ramènent 70 000 Bamileke. Ça, c'est la première vague de Bamileke qui arrive dans le littoral. Moi, je suis un lecteur. Hein. On ne m'a pas enseigné ça. Je suis allé faire mes recherches. Ils ramènent dans les Bamileke avec eux. Ça, c'est le Cameroun allemand. Il y a le chemin de fer. Et c'est là où tu poses une très bonne question parce que finalement, c'est là où la période allemande, il y a les gens qui commencent à faire fortune. Après, les Allemands perdent leur colonie, il y a enrichissement et tout. Bah, il faut admettre que les Américains ont été plus éveillés. C'est normal parce que les Allemands sont venus au Cameroun. Un homme d'affaires, lui, tu fais l'erreur, il devient riche derrière ton dos. L'homme d'affaires, c'est pas le camarade de quelqu'un. Donc, les Américains, pendant la période allemande, commencent à faire fortune. Après, il y a la période française. Et puis après, il y a le fait que le Bamileke soit doué dans le commerce, tu vois. Le Bamileke soit quelqu'un de très très doué dans le commerce. Et puis, voilà, ils saisissent les opportunités. Je t'écoute, hein. Je t'écoute, tu veux dire quelque chose. Je ne parle pas seul. Oui, oui, ce que tu as dit là, vraiment, je te remercie déjà pour cet éclaircissement-là. Je ne savais pas vraiment... Je sais que les Allemands ont vraiment aidé certains milliardaires à l'époque. Mais le problème, en fait, c'est que ces gens qu'on cite les Sopor, tout ça là, leur richesse, en fait, ça s'est limité d'une génération seulement, en fait. Ce n'est pas comme une continuité, comme chez les Bamileke, ou peut-être comme au sud-ouest, là, comme on voit la famille Moukette. Parce que quand on voit aussi voir l'origine de la famille Moukette, ceux qui ont MTM là, ce sont toujours des gens que les grands-parents étaient avec les Allemands à l'époque. Si je suis bien la famille Moukette. Mais ils ont perduré la richesse là jusqu'à aujourd'hui, de génération en génération. On parle d'eux au Cameroun. Mais les doigts là, les Isopos et autres là, les Sopos là, pourquoi leur richesse s'est bloquée en cours de chemin? Les enfants n'ont pas poussé ça de loin. Parce que quand tu vois une entreprise au Cameroun, on te dit que c'est l'entreprise des Sopos. Une raison pour laquelle aussi les Bamileke sont riches, parce que la raison... MTM est sud-africain, mais les grands on appelle ça quoi, actionnaires majoritaires, c'est la famille Moukette. Hein. S'il te plaît, on est sur un sujet, il faut parler à gauche, à droite, à l'est. C'est pas le fond du sujet. On parle de... Voilà. N'allons pas partout. Tu parles de l'enrichissement. Finalement, les gars, tu es où comme ça? Donc, quand il y a le bruit, quand tu es dans la voiture, tu es dans le train, je sais pas. Non, je suis dans la voiture. Attends, regarde. Désolé, regarde. Ça, c'est un bon débat. Ouais. Là, c'est bon maintenant. Voilà. À quel moment les Camerounais commencent à devenir riches? Parce qu'avant, il y a eu des catéchistes. Hein, parce que mon grand-père était catéchiste. Donc, il y a eu des fonctionnaires pendant la période allemande. Il y a eu des fonctionnaires, les Camerounais n'étaient pas assez riches. Bon, maintenant, quand les Allemands perdent leur colonie, et que les Français récupèrent, parce que la bourgeoisie camerounaise commence à ce moment-là.
C'est là où il y a beaucoup de sociétés au Cameroun. Et les gens commencent à faire fortune. Normalement, il n'y a pas de livre qui illustre ça. Tu vois, où on peut savoir, c'est à partir de ce moment d'Aïdjo que les gens commencent à devenir riches, qu'eux, ils forment les hommes d'affaires. Parmi lesquels il y a justement les Futso Victor, les So André, tous ces gens qui commencent à devenir riches. Et on leur donne les facilités, tu vois. Mais, mais je vais dire du cas, mais j'avais compris quand j'étais au Cameroun à l'époque que Aïdjo a beaucoup aidé ces milliardaires-là aussi. Parce que Aïdjo, à un temps, a donné des fonds. Tu vois un peu. Ouais. Toi qui excellais déjà dans tel domaine, tu étais déjà compétitif, tu te démarquais déjà dans une activité. Il était sélectionné dans les régions, il est donné des fonds pour pouvoir avancer plus loin avec le projet. Et du coup, quand il est quitté au pouvoir comme ça, là, ces gens-là se sont accaparés de ces capitaux. C'est ça qui les a rendus milliardaires, d'après ce que j'ai compris. Après aussi, très honnêtement, même la culture bamileke sur l'argent, c'est une culture qui permet aux gens de d'épargner. Le bamileke, c'est pas quelqu'un avant. Hein. Chez les Bantous des tableaux là-bas en Cap, c'est des gens qui ont une culture d'épargne, hein, avec la tontine. C'est des gens qui savent vendre, c'est des commerçants. Tu vois. Je sais même pas si on peut dire que c'est les Allemands qui ont appris le commerce. Et justement, les Européens ont eu beaucoup de pouvoir les Bamileke parce qu'ils ont découvert que leur mentalité, eux, les Bamileke, eux, ils avaient la même mentalité que les Blancs, c'est-à-dire c'était un peuple éveillé. C'est pourquoi les Français, ils ont eu peur des Bams. Parce que, au même titre que, et Barcelone, on égalise 2 buts, ils sont morts en guerre. 2-2, à la dernière minute, Barcelone, et puis c'est bien ça. Donc, à la dernière, c'est-à-dire que les Européens, les Français ont donc compris que mais le peuple là, ils sont éveillés. Et cela s'est poursuivi aussi avec le fait que, voilà, le président Aïdjo a compris que, bon, il pouvait, si on parle d'argent, il devait traiter avec des gens qui étaient éveillés. C'est là qu'il a fait confiance à beaucoup de Bamileke. Pas que les Bamileke, parce que même les Douala, normalement, les plus riches devaient être les Douala. Les plus riches du Cameroun devaient être les Douala, parce que pendant près de 100 ans, de 1800, regarde un peu, de 1868, que les Allemands sont arrivés, ont commencé à faire le commerce à Douala jusqu'à 1968. 100 ans. Les Douala, c'est-à-dire que même avant que beaucoup de Bamileke n'arrivent même à Douala, là, les Douala connaissaient déjà les affaires. Les Douala étaient déjà des commerçants, ils étaient déjà des tas de choses avant. Il y a 100 ans. Quand la famille Woman arrive à Douala, quand même les Anglais sont arrivés, même 1400, il y avait les Blancs déjà là-bas. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui explique que les Douala ne soient pas les plus riches du Cameroun? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas été des commerçants, ils se sont juste contentés de leur terre. Je dis aussi que Oui. ils ne sont pas riches parce que les Douala étaient comme des bêtes. Ne suis pas les Douala. Comme des bêtes, tu dis? Non, je ne veux pas insulter les Non, Douala. tu as déjà dit ça. Tu as dit des bêtes. Il ne faudrait pas que les gens Non, tu as dit que les Douala étaient comme des bêtes. Continue. On a compris. Ces blancs les utilisaient en fait. Et donc c'était des gens en fait qui venaient les acheter avec des émotions. Ils n'avaient pas un esprit d'affaires, de gagnant-gagnant. Tu vois un peu. Ils ont fait des commerces, mais ce sont des commerces qui n'aboutissaient pas à grand bénéfice. Du genre, peut-être je viens avec telle chose, tu me donnes telle chose. À l'époque, ils faisaient des commerces, mais c'était plus les commerces de train. Ouais, parce que moi, j'ai dit aux gens que les Blancs ont été à Douala pendant près de 100 ans. Les Allemands ont été là. Ils ont fait le chemin de fer, ils ont fait les affaires, ils ont fait les boutiques. Comment est-ce que les Douala ne se sont pas enrichis avec les Allemands? Pourquoi est-ce que les Bamileke, eux, ils viennent de l'Ouest pour venir à Douala et devenir très forts, très riches? Il s'est passé quelque chose. Hein? Il s'est passé quelque chose. Comment on peut expliquer ça? Parce que l'homme Douala a vécu sur la période allemande. Douala a connu avant tout le monde au Cameroun. Il y a dit 100 ans, 100 ans. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comme tu dis, peut-être tu l'as dit à ta manière. C'était des esprits faibles, quoi. Hein? C'est pourquoi le Bamileke est un sauveur. Le Bamileke est un sauveur parce que les Blancs ont constaté que ils pouvaient tromper les Douala, mais ils ne pouvaient pas tromper les Bamileke. Et c'est là où ils sont allés faire la guerre aux Bamileke.
ce peuple-ci, c'est quoi? Moi, je me dis ça. Ben oui, ils ont compris qu'ils peuvent tromper tout le monde au Cameroun, ils peuvent pas tromper les Bamileke. Mais la preuve, c'est que ils ont vécu longtemps dans le littoral, les Blancs, les Allemands. Mais ils n'ont pas pu, c'est-à-dire que les Douala n'ont pas pu devenir riches. Il n'y a que quelques-uns. Mais quand les Bamileke, quand il y a l'enfant. Donc, il faut qu'on se parle comme ça pour qu'on comprenne. Parce que les gens qui devaient être très riches, voilà, les gens qui devaient être riches au Cameroun, c'est les Douala qui ont commencé à traiter. Les gens qui avaient l'esprit faible, qui en fait Bonsoir, je veux juste rebondir sur le travail. C'est très intéressant. Mon casque, ton sujet est important. Je voulais juste te dire quelque chose par rapport au Douala et la richesse. Ouais. C'est juste que mon grand-père nous a expliqué qu'à l'époque des Allemands, eux, ils travaillaient pour les Allemands. Quand on payait, quand c'était à la paye, les Allemands vous donnaient la possibilité de prendre des choses. Vous voyez un peu, de prendre les choses avec votre argent, de prendre les choses. Les Douala, les gars du centre, toutes les autres personnes prenaient. Mais ils s'est rendu compte que Bamileke ne prenait pas. Le Bamileke attendait sa paye. Le Bamileke attendait sa paye. Oui. Il n'était pas dans le jeu qu'on dit que voilà, il faut prendre telle chose. Non, il y a telle chose qui est sortie. Si tu travailles dans une boutique du Camer et que le patron vous donne la possibilité de prendre des choses avec votre salaire. Ouais. Et ça fait que les Bamileke, mon grand-père dit que les Bamileke ne prenaient pas. Si on dit que la quinzaine, il ne vous gère pas. À la fin du mois, il attend, il prend tout son salaire. Les Blancs sont rendus compte, ils disent que merde, ça c'est quel peuple ça? Ça c'est quel peuple ça? Parce qu'ils avaient déjà un système d'économie. Les Bamileke avaient un système d'économie. C'était très fort pour économiser l'argent. Et ils avaient une grande vision. Le deuxième pont qui a fini avec le littoral, le centre et l'est, c'est la religion. Tu comprends un peu? Ah ouais. Donc, attends, il te met en grand. Religion. Bravo, applaudissez pour le Mexique. Parce que, attends, j'ai renchéri et tu continues. Donc, les Allemands sont venus endormir les gens du littoral avec la religion. Que l'argent, c'est pas important. Non, c'est pas important. Et tout ça, pendant ce temps, ils étaient en train de voler. Mais les Bamileke ont absence. Les Bamileke ne sont pas entrés dans ça. Continue. Maintenant, quand tu vois, quand on dit, quand le roi belge, le deuxième roi belge, je pense, c'est lui qui, il vient avec la lettre en disant, ne partez pas les apprendre Dieu. Ils parlent comme ça des Bamileke, quand ils connaissent déjà. Parce que les Bamileke connaissent, ils étaient dans leur rite traditionnel, les coutumes, et tout. Quand tu comprends le génocide Bamileke, c'est politique, mais c'est plus les chrétiens qui les ont tués. Parce que quand on vient te présenter la Bible, parce qu'il faut que tu dois perdre toutes tes traces, les Bamileke ont refusé d'abandonner les crânes. Parce que chez les Bamileke, on peut te retracer jusqu'à la 20e génération. Je suis Bamileke, il y a une chambre chez lui à les crânes des fondateurs. Jusqu'à mon père qui est décédé il y a 10 ans. On vient d'enlever sa tête. On est parti dans cette maison-là. Attends un peu. Attends. Est-ce que vous savez que Douala était la capitale du Cameroun de 1884 à 1901? Douala était la capitale allemande. Et pendant ce temps, c'est-à-dire que, voilà Douala en 1800. Regardez comment Douala était. Donc, les Douala connaissaient déjà tout. C'est-à-dire qu'ils avaient fait 100 ans de colonie. Et comme c'était une ville côtière, il y avait une facilité à avoir un peu de mbongo. Donc les gars aimaient le gros poisson, la belle vie et tout. Entre-temps, mais voilà le roi Bel, non? Voilà le roi Bel en 1874. Mais si du Cabet de faire des lives comme ça pour faire comprendre aux gens qu'on ne nous endort pas. Tu comprends un peu? Moi, je suis au Canada, mais j'étais à l'Est au Cameroun. Tapotez le live, s'il vous plaît. C'est le live historique. Tapotez le live. Si tu vois la richesse qui est à l'Est au Cameroun, j'étais à Batouri. Je suis allé sur le site où on extrait l'or. Les gars, restons sur le sujet. On se disperse pas, s'il vous plaît. Non, ça fait partie. Tu vois, on va te dire que
les Pygmées. Les Pygmées, c'était les gars qui devaient être trop lourds. C'est tout Restons l'histoire. sur les doigts là, s'il vous plaît. Les doigts, en fait. Moi, j'étais à l'est là. Il y a un monsieur de mon village. C'est toute l'histoire du Camer. Un Bamileke qui est parti là-bas du Camer. Toutes les sociétés de bois là-bas, STVK, un multimilliardaire. C'est lui qui exporte le bois de l'Est là. Il allait dans le village des gens, s'imposer là-bas. Il coupe les bois là-bas. Tous les jours, il envoie en Europe. C'est un Bamileke qui est là-bas. Les CV moments que tu vois. Bon, je pose une question pour recentrer le débat. Je voulais juste c'était cette partie-là que je voulais un peu participer. Donc, je suis au boulot. Donc, de temps en temps, je peux intervenir. Ok. Mais c'est Donc, très important. C'est ce que je t'expliquais là. voilà, on a un élément. Donc, les douanes ont été pauvres. Parce que quand les Allemands payaient, eux, ils prenaient les crédits, ils n'épargnaient pas. Oui. C'est ça qui On les surveillait avec des sacs de riz, des habits, tout ça là. On dit donne-moi telle chose là-bas, donne-moi le terrain ici là. Je te donne peut-être même 3 sacs, 5 sacs de riz. Ils n'avaient pas là, une vision de réaliser quoi, de faire des choses en grand. Ils n'avaient pas cette vision, c'est ça. C'est ça qui faisait que l'homme voilà, ne réfléchissait pas. Tu vois la sapologie qu'ils ont aujourd'hui là. C'est dû à ça en fait. Parce que ces blancs ces blancs il les donnait des chaussures, il les donnait des bijoux, tout ça. Eux, pour eux, ça leur plaisait. À leur niveau, c'était ça, quoi. Alors que le Bamileke venait, non, pourquoi toujours nous donner le riz? Pourquoi vous ne nous montrez pas comment le riz, là, on le fabrique pour que ça devienne riz? Tu comprends? Ouais. Ils n'avaient pas cet esprit de créativité. Eux, ils étaient juste là qu'ils encaissaient, non, pour eux. Non, mais parce que il faut qu'on explique cette... On est dans un débat historique. Donc, en gros, les Allemands, Wollman, on a installé 2 maisons à Douala. Les maisons Wollman et... Attends, alors qu'elle vient de réaliser son unité sous les rigides de son chancelier. Il y a quelqu'un qui dit que les Blancs ont compris les Douala avec les bureaux. Bah oui, parce que il faut qu'on explique ça. Faisons un direct explicatif. C'est-à-dire que, attends, l'annexion du Cameroun par l'Allemagne, alors qu'elle vient de réaliser son unité sous l'égide de son chancelier Otto von Bismarck, après avoir arraché à la France l'Alsace et la Lorraine, et l'État allemand a mieux à faire que de s'engager dans l'entreprise coloniale à la veille de 1884 et cherche plutôt à étendre son hégémonie en Europe tout en isolant la France. Il faut monter, non, tu nous expliques des choses. On a besoin des idées comme pour toi, là, tu nous expliques. Ce sont par conséquent les commerçants, voilà ceux qui annexent le Cameroun. Écoutez bien, ce sont par conséquent les commerçants allemands et plus précisément les maisons Wollman et Jasten et de Hambourg installées sur les rives du Vouri depuis 1968. Donc regardez, les gars là, c'est qu'ils exploitaient le Cameroun depuis 1968. Douala, c'est-à-dire que Douala, les populations de Douala connaissaient les Blancs. Ils connaissaient à s'habiller. Alors qu'ailleurs, au Cameroun, les gens étaient encore dans les cases. Et tu n'as pas remarqué du Cameroun. Oui. Et c'était même cette voie-là, les premiers gens qui sont... Si tu as remarqué, il y a à Paris, là-bas, chez vous, les Douala sont beaucoup là-bas parce qu'à l'époque, les Blancs les trompaient, les amenaient en Europe, ils faisaient des trucs avec eux. Tu as remarqué, il y a une très forte... Les premiers gens arrivés à Paris, c'était les Douala, c'est les Français qui les amenaient. On dit qu'en 1874, Adolf Wollman, qui est un commerçant, Adolf Wollman écrit à Bismarck. Bismarck, c'était le chancelier allemand. C'était comme le président allemand. Écrit à Bismarck pour réclamer le titre de consul qui lui est refusé. En 1875, la seconde maison de commerce allemand, la maison Jasten et Thomas I, s'installe également à Douala. À Douala, en 1879, Adolf Wollman redemande expressément l'annexion du Cameroun. Il décrit la situation précaire des commerçants allemands et réclame leur protection. Donc tu vois, le commerçant, il est parti faire le commerce là-bas, mais il voulait prendre... Qu'est-ce qu'il a découvert à Douala qui lui a donné envie d'annexer le Cameroun? Et portrait d'Adolf Wollman, attends. Pressé par les commerçants allemands d'une part et désireux de se présenter en tant que pays intéressé à la question coloniale à la conférence de Berlin le 15 novembre 1884 au 26 février 1885 d'autre part. Bismarck, qui avait toujours été réticent vis-à-vis de
la colonisation change d'avis. Il envoie Nachtigal, son ancien consul à Tunis, à bord du navire de guerre Demoy, avait pour instruction de sillonner les côtes de l'Afrique occidentale et de signer avec les chefs locaux des traités, les plaçant sous... Mais Bismarck n'avait pas confiance à Adolf Weymann. Le gars a demandé l'annexion du Cameroun, il a refusé. Et le consul allemand envoie plutôt Nachtigal. Il envoie Nachtigal aller annexer Douala. C'est trop... Moi, j'aime trop l'histoire, gars. C'est-à-dire que pour le consul, le type là, c'est-à-dire que cet Allemand, il a fait fortune à Douala. Et je vous ai dit que j'ai fouillé l'histoire de sa fille. Il a une fille. Quand on partit, vous tapez, tu googles son nom, Adolf Weymann, tu vas voir sa fille. Sa fille était multimilliardaire, elle était riche. C'est au Cameroun qu'ils ont fait fortune. Et quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, j'aimerais aussi dire en fait que, comme on a dit tout à l'heure, c'était pas une histoire de... Les Douala, en quelque sorte, ont été trompés par ces Occidentaux. Ils ont été trompés et ils ont abusé d'eux. Puisque les Douala, d'abord, ce sont des personnes qui sont très gentilles et aimables. À travers ça, ils voyaient les chefs locaux là, les chefs Douala. Si tu suis les histoires, qui ne sont pas même de l'histoire. Si tu suis à l'école, quand nous apprenait combien il y avait les chefs cantons, que c'est avec eux que même l'esclavage, la vente des esclaves se passait avec nos chefs. C'est les chefs même qui envoyaient leurs enfants en Europe pour travailler dans les champs de papaye. Les chefs Douala. Est-ce que tu avais appris qu'un chef Bamileke avait envoyé quelqu'un, son enfant en Europe? C'est ça. C'était les chefs Douala qui optaient des gens dans leur canton pour envoyer à l'extérieur comme esclaves. Tu poursuis l'histoire, s'il te plaît. Parce que là, ayant échoué dans les tentatives avec les Anglais, les souverains Douala se tournent vers l'Allemagne. Edward Smith, représentant à quoi? Et sa suite signe un important accord commercial avec Edward Smith. Après un téléphone, les noms comme ça, tu fouilles pour chercher à savoir qui ils sont. Environ 2 mois plus tard, il assiste également comme témoin à la convention de réconciliation signée le 29 mars 1883 entre les clans Akwa et Bell. Entre les clans Akwa, il y avait 2 clans, hein? Le clan Akwa et le clan Bell. Ce travail mené par Edward Smith auprès des rois doit apporter des fruits, car Edward Weymann, frère cadet d'Adolf Weymann, arrive à Douala le 28 juillet 1884 et trouve le terrain bien préparé au point qu'il n'a aucune peine à signer les traités des 11 et 12. Celui du 12 juillet est traité. Donc c'est les Weymann qui signent les traités qui lient le Cameroun à l'Allemagne. Les 2 commerçants là. Putain, l'Afrique a été trop bernée, mon frère. Un commerçant, il arrive, il fait le commerce, il prend un pays. C'est lui, ce sont les Weymann qui ont signé ça, ces contrats-là. Voilà, le 12 juillet 1884, le traité germano-douala est signé, comportant 5 réserves qui placent le Cameroun sous protectorat allemand. Donc ce sont les 2 commerçants, les Weymann, qui ont signé le traité germano-douala. Voilà ça ici, là. Et quand je suis allé fouiller, donc, ça veut dire quoi? Que les Allemands ont régné, les Allemands ont été à Douala au moins pendant 100 ans. Les Allemands ont été à Douala, ils ont traité à Douala, ils ont créé des entreprises, ils ont créé la société, 2 sociétés à Douala, ils exploitaient c'est-à-dire que les Allemands, dans les années 1868, ils avaient déjà des sociétés d'exploitation d'huile de palme. Et moi, parlant d'enrichissement, il faut qu'on revienne sur l'enrichissement. Qu'est-ce qui a fait que les Douala, pendant 100 ans qu'ils ont été avec les Allemands, ils n'ont pas pu devenir aussi riches? Parce que pour moi, les premiers commerçants... On t'a expliqué du Cameroun, on t'a expliqué ce qui se passait. Les Douala ont été trompés. Les Douala, en fait, ce sont des gens ils aimaient les habits, les vêtements. On leur donnait des vêtements, on faisait des trocs. Je te donne l'or, tu me donnes l'or, je te donne peut-être un habit ou un vêtement. Et c'est comme ça qu'ils faisaient que des échanges de matériaux. Ils ne demandaient pas. Et j'ai une question parce que quand on dit que Douala appartient au Bassa, au Bakoko, pourquoi est-ce que les traités ont été signés seulement avec les clans Bell et Akwa? Où étaient les Bassa dans les années 1800? Donc c'est un mensonge.
Pourquoi les Bassas n'avaient pas de chefs dans la côte? Puisque les Allemands, tous les Allemands qui sont arrivés dans la ville de Douala ont signé toujours les contrats avec les rois Abel avec les King Bell et les King Aqua. Et même les Anglais qui sont arrivés, on a lu, les Anglais qui sont arrivés, c'était toujours avec les King Bell. Mais pourquoi est-ce qu'on nous dit... Trompez pas les Blancs, en fait. Trompez pas les Blancs, Warren. On parle de tromper pas ces Occidentaux qui sont arrivés et ont atterri à Douala. Donc, cher monsieur, l'histoire, beaucoup de gens nous trompent. La ville de Douala appartenait aux Douala. Ils ont eux qui étaient chefs, les clans là. Les autres, les Bassas sont venus après. Ben oui, parce qu'on ne mentionne pas le peuple Bassa ici, à Douala. On ne mentionne pas le peuple d'autres peuples. Tous les accords qui ont été signés avec ces gens. D'accord? Voilà. Voilà donc, je vais vous lire le traité Germano-Douala du 12 juin 1884. Traité signé par M. Woolman. Ben, j'ai d'abord envie de savoir qui est cet homme. Moi, je vais aller chercher. Moi, je prends mon temps. Je vais chercher qui était cet homme qu'on appelait Smith. Edward Smith. Ce sont les gens qui ont leurs petits-enfants qui vivent. Hein. Certains sont capables de dire que trompez pas les Bamileke. Non. Trompez pas les Bamileke. Non, il n'y a pas encore... Gars, ne lis pas les commentaires. On n'est pas encore... Ne dis pas ce qu'on n'a pas dit. On est en train de lire... Il n'y a pas encore Bamileke dans l'histoire du Cameroun. Dans tout ce qu'on est en train de lire. Il n'y a pas encore Bamileke là-bas dedans. C'est l'histoire du Cameroun qui concerne que les doigts là. Voilà. Edward Smith. Essaye d'avoir... Tu n'as pas un deuxième téléphone ou bien tu es en route? Oui, je suis en haut là, j'ai garé. Ah, ok. Bon. Edward Smith. Les Allemands là, ils veulent go les chercher, gars. Déjà, Woman, on a trouvé sa fille a été une grande dame. Ouais, Chachan vous écoute, hein, si vous s'était dit quelque chose. Edward Smith. Non, je pense pas que je peux pas. Je vais dire quelque chose. Donc, Oui, on t'écoute. ouais, Edward Smith. Non, je suis monté seulement que pour saluer du Camer et puis c'était tout. Hein. Ah, c'est gentil, ouais. C'est Ok, gentil. bah, bonne Bah, tu peux soirée. être là, si tu veux être là, tu assistes. Du Camer Douala n'était pas grand. Est-ce qu'elle est Cameroun? Est-ce qu'elle connaît l'histoire? Non, on s'en fout, on s'en fout. Moi, je demande pas les nationalités des gens. Moi, je suis camerounaise. Oui, le débat qui se passe actuellement, c'est que pourquoi tu est-ce que Gars, Mola, laisse l'inviter. On continue. Moi, je suis en train de faire une histoire. La Non, mais distraction. il peut me dire hein, s'il veut. Ça me dérange pas. Non, ça va me distraire. Tu peux rester, tu restes. Ok. Parce que là, on est en train de parler de l'histoire et tout ça. Et on est sur la période allemande au Cameroun. Bon, je t'ai dit que je cherchais Edward Smith, qui était le représentant de la firme Weyman. Mais lui, on ne le trouve pas, ce connard-là. Edward Smith. Moi, je veux savoir qui étaient ces gens. Tu peux les Google. Tous ces Allemands qui ont été au Cameroun. Tu les Google pour savoir qui sont les enfants. Qu'est-ce qu'ils sont. il y avait Flegel, il y avait Gustave Lachigal, il y avait Bah, si tu as... Weyman. Edward Smith. Putain, mais lui, on ne le trouve pas. Ah ouais, je l'ai trouvé. On ne le trouve pas, hein, celui-là. On ne parle pas de lui, hein. Lui, on ne l'a pas à Google. Bon, je vais lire le traité qui liait le Cameroun aux Allemands, signé en 1884, le 12 juillet. Nous, sous-signés roi chef du pays appelé Cameroun. Cameroun, situé sur le fleuve Cameroun, délimité au nord par la rivière Bimbia et au sud par la rivière Kwakwa. À 10 degrés de la latitude nord, avons pris de notre plein gré au cours d'une réunion tenue aujourd'hui au comptoir allemand de la plage de King Aqua, les dispositions suivantes. Nous renonçons entièrement en ce jour à nos droits de souveraineté de législation. Eh putain, regarde ce que les gars avaient signé les droits là. Nous renonçons entièrement en ce jour à nos droits de souveraineté de législation et d'administration sur notre pays en faveur de M. Edward Smith, représentant, et cet Edward Smith, représentant la société Woman
les Joan Vox, représentant la société Janssen et Thomasen, tous les deux basés à Hambourg et faisant du commerce. Depuis longtemps sur ce fleuve. Nous avons cédé nos droits de souveraineté, de législation et d'administration sur notre pays aux sociétés ci-dessus mentionnées sous réserve que les droits des tiers soient préservés. Tous les traités d'amitié et de commerce passent auparavant avec d'autres gouvernements étrangers restent valables. La terre que nous cultivons actuellement et les endroits où sont construites les villes demeurent à la possession des propriétaires actuels et de leurs descendants. Le commis continue à être payé chaque année au roi et au chef comme par le passé. Nos coutumes soient respectées pendant les premiers temps de l'instauration de la nouvelle administration. Cameroun le 12 juin 1884. Voilà donc ce traité germano-douala. Les Douala avaient renoncé catégoriquement à la souveraineté. Ils avaient donné ça aux Allemands. Ils avaient renoncé. Lorsque Nachtigal arrive à Douala, le 12 juillet, il prend possession du territoire au nom de Reich. Et le 14 juillet 1880, il hisse le drapeau allemand. Nachtigal précède de justesse le consul britannique Ewert qui avait enfin reçu l'autorisation de négocier avec les rois Douala. Quand il arrive à Vitoria, le 19 juillet 1884, il est trop tard. Ouais, les Anglais finalement avaient accepté qu'on annexe le Cameroun, mais il était tard. Ils sont arrivés 5 jours plus tard. Le territoire est déjà annexé par les Allemands. Parce que les Anglais, les Douala voulaient les Anglais. Les Anglais prenaient leur temps. Mais quand les Allemands ont anticipé, voilà, le Cameroun allemand. Ça vous passionne ou pas? Vous voulez qu'on parle de ça ou ça vous passionne pas? Parce qu'il faut savoir, il y a des questions qu'on doit se poser par rapport à tout ça. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, sachez que les Douala ont été avec les Allemands pendant au moins 100 ans. Dans le souci de sécuriser les frontières du territoire qu'elles viennent d'annexer au détriment de la Grande-Bretagne, l'Allemagne, c'est bizarre que vous appreniez l'histoire du Cameroun aujourd'hui. Ah, mon frère, je pense que ça, là, on a enseigné tout ça à l'école. Je pense qu'on a enseigné tout ça à l'école. Tu demandes ça même aux gens, là, ils vont connaître. Dans le souci de sécuriser les frontières du territoire qu'elle vient d'annexer au détriment de la Grande-Bretagne, l'Allemagne doit convaincre les autres puissances impérialistes de sa propriété sur le Cameroun. C'est à cette tâche qu'elle s'attelle à la conférence de Berlin convoquée pour éviter d'éventuels conflits entre les puissances européennes dont les intérêts s'affrontent en Afrique, notamment sur le bassin du Congo et du Niger. Puis elle procède à la délimitation des frontières du Cameroun avec les puissances européennes qui lui sont voisines. Avec la Grande-Bretagne, l'Allemand fixe la frontière du sud-ouest Cameroun, de même qu'elle prolonge la frontière occidentale entre le 27 juillet et le 2 août 1886. C'est les Allemands qui ont fixé les frontières du Cameroun, papa. Le 27 juillet et 2 août 1866. 1886. C'est quand l'Allemagne, ça c'est les dates importantes, c'est quand les Allemands fixent les dates, ils fixent les frontières du Cameroun. C'est les Allemands, c'est les Blancs qui ont fixé les frontières. Du point terminal de la ligne primitive sur Calabar au Cross River en diagonale jusqu'à la rive droite de la Benue et est de Yola, laissant cette ville dans la sphère britannique. Entre 1888 et 1894, toujours avec la Grande-Bretagne, un traité est signé le 15 novembre 1893 à Berlin. Celui-ci délimite la frontière occidentale du Cameroun de Yola au lac Tchad, laissant le massif des Mandara à l'Allemagne. Un autre traité est signé à Londres, entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, le 11 mars 1911. Celui-ci s'intitule « Arrangement entre le Royaume-Uni et l'Allemagne relatif au tracé de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun de Yola, à la mer de la réglementation de la navigation sur le fleuve Cross River. » Il faut rappeler que c'est ce traité qui intègre la péninsule de Bakassi dans le Cameroun. Donc voilà, c'est cet arrangement qui a fait que le Cameroun gagne Bakassi. Il va vous rappeler pourquoi le Cameroun gagne Bakassi. Voilà. Il y a eu... écoutez très bien.
un autre traité est signé à Londres. Donc, il y avait un traité qui avait été signé à Londres entre l'Allemagne et le Royaume-Uni le 11 mars 1913. Celui-ci s'intitule « Arrangement entre le Royaume-Uni et l'Allemagne relatif au tracé de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun de Yola, à la mer et à la réglementation de la navigation du fleuve Cross River. » Donc, c'est le traité du 11 mars 1913 qui octroie au Cameroun l'île de Bakassi. Le traité signé entre les Allemands et les Anglais. C'est à cause de ce traité que nous gagnons l'île de Bakassi. Partagez le direct, non? Si vous ne partagez pas, moi j'arrête, hein, si l'histoire ne vous plaît pas. De même qu'avec la France, l'Allemagne signe des accords le 25 décembre 1885 à Berlin. Les deux puissances coloniales délimitent les frontières australes de leur possession. À travers, donc le Cameroun est découpé comme ça là, par les Allemands et les Français, en 1800. Le pays là, notre cher pays. De même qu'avec la France, l'Allemagne signe des accords le 27 décembre 1885 à Berlin. Les deux puissances coloniales délimitent les frontières australes de leur possession. À travers cet accord, l'Allemagne renonce au profit de la France à tout droit de souveraineté sur les territoires au sud de la rivière Campo. En compensation, le gouvernement français renonce lui aussi à tout droit de souveraineté au nord de la rivière Campo. Un autre accord portant sur la frontière orientale du Cameroun est également signé à Berlin le 4 février 1894 et lui donne sa forme triangulaire. Donc quand vous voyez la forme triangulaire du Cameroun, c'était un accord qui avait été signé à Berlin. C'est à Berlin qu'on a signé cet accord. Un autre accord portant sur la frontière orientale du Cameroun est également signé à Berlin le 4 février 1894, dont la forme triangulaire du Cameroun vient d'un traité signé le 4 février 1894. Le 18 avril 1908 est signé à Berlin la troisième convention entre la France et l'Allemagne. Celle-ci concerne la frontière entre le Congo français et le Cameroun allemand. C'est chaud, hein? C'est chaud. Envoyez les cadeaux, non, mon frère. On parle de l'histoire de votre pays.